parler des bases immunologiques, des thérapeutiques immunologiques. Alors, ce cours va vous faire comprendre comment soigner des maladies immunitaires ou dysimmunitaires avec des thérapies immunologiques. Donc malheureusement, on ne pourra pas aborder tous les aspects parce que c'est très long. Donc on va vous donner des bases. Un des points importants et qui reste un point d'actualité, déjà dans ce cours de thérapeutique immunologique, est la vaccination. La vaccination, on va la rencontrer aussi bien chez les enfants, dans le calendrier vaccinal, qu'à l'âge adulte, où vous allez utiliser un grand nombre de vaccins, comme le vaccin de l'hépatite, le vaccin de la grippe, etc. Et pourquoi je dis que c'est un thème d'actualité? Parce qu'on est à l'ère du vaccin anti-Covid. Également, il y a aussi un autre volet qui sera abordé. Aussi, c'est le volet de la biothérapie par les anticorps monoclonaux qui sont utilisés dans le traitement d'un grand nombre de pathologies immunitaires, les maladies auto-immunes, la transplantation et également en oncologie. Donc on va essayer de voir un peu les principes de toutes ces thérapeutiques et brièvement leur application. Donc le cours va être abordé selon le plan suivant, avec une introduction et des définitions. Ensuite, on s'intéressera au concept d'immunité active. Et dans l'immunité active, on prendra comme exemple les antigènes vaccinaux ou les vaccins. Ensuite, on verra le concept d'immunité passive ou leur application et l'utilisation des anticorps monoclonaux, ce qu'on appelle actuellement la biothérapie. C'est-à-dire, c'est la thérapie à base d'anticorps monoclonaux. Donc, les thérapeutiques immunologiques regroupent un grand nombre de molécules qui sont utilisées dans ce qu'on appelle actuellement l'immuno-intervention. Alors, ah, d'accord, ok. Je ne le vois pas parce que... Ok, d'accord. Ok. Donc, sous ce terme de vocable général d'immuno-intervention, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des substances qui sont d'origine biologique qui visent à manipuler le système immunitaire, soit à le déprimer, c'est-à-dire à diminuer les réponses immunitaires, soit à augmenter les réponses immunitaires. Donc, dans ces substances-là, qui sont généralement biologiques, qui vont être utilisées dont une partie va être utilisée pour protéger notre organisme contre une maladie déterminée, on va utiliser dans ce cas-là le concept d'immunité active, et là on verra la vaccination. Le deuxième concept où vont être utilisées ces molécules d'immuno-intervention, c'est le concept d'immunité passive. Et là, on verra une application plus large, où vous allez retrouver la sérothérapie, vous allez retrouver la séroprophylaxie et l'immunothérapie cellulaire qui est le plus utilisée en oncologie. Également, ces molécules d'immuno-intervention peuvent aussi moduler de façon positive ou négative la réponse immunitaire. Quand c'est modulé de façon positive, ces réponses immunitaires vont être augmentées. Et quand c'est modulé de façon négative, c'est les immunosuppresseurs.
par exemple, tels que les corticoïdes. Donc là, je vais passer donc, au concept d'immunité active et on verra dans un moment les différents vaccins. Alors, dans l'immunité, vous savez maintenant, vous le savez mieux que moi, vous savez qu'on a deux types d'immunité, l'immunité naturelle ou non spécifique et l'immunité spécifique ou ce qu'on appelle adaptative. Alors, généralement, l'immunité naturelle, on l'acquiert, elle est active d'abord, et on l'acquiert lorsqu'on contracte ou elle se met en place lorsqu'on a une infection. Et généralement, l'immunité naturelle vise à éliminer 99% généralement des infections. Ça, je suis sûre qu'on vous l'a dit. Et le 1%, on le laisse pour l'immunité adaptative. Alors, dans cette immunité aussi, on peut avoir une immunité active ou artificielle. Et ce type d'immunité artificielle, elle est générée par la vaccination. La vaccination, si vous voulez, est une infection artificielle, autrement dit. Maintenant, dans l'immunité passive, elle peut être également naturelle ou artificielle. Dans le cas où elle est naturelle, c'est le passage des IgG maternelles à travers la barrière placentaire pendant la grossesse ou pendant la gestation. C'est une immunité passive naturelle qui parfois peut être protectrice et parfois elle peut être néfaste. Hein, par exemple, si vous avez une femme enceinte qui fait une thyroïdite, d'Hashimoto, si elle est en poussée pendant sa grossesse, les anticorps vont traverser la barrière fœtoplacentaire et vont se fixer sur les tissus thyroïdiens du fœtus et vous aurez à la naissance un fœtus vous aurez un nouveau-né avec une thyroïdite néonatale. Également, c'est le cas, par exemple, des femmes lupiques, les femmes qui font un lupus érythémateux disséminé. Ils ont des IgG qui vont aussi traverser la barrière fœtoplacentaire et se fixer aussi sur les tissus cardiaques du fœtus et vous aurez donc des morts in utero ou encore soit des morts in utero, soit des bébés qui naissent à ce qu'on appelle un bloc auriculo-ventriculaire, qui ont des anomalies aussi cardiaques. Donc ça, c'est un peu pour vous expliquer comment ce concept d'immunité passive, parfois il peut être protecteur, quand il peut être nocif. Là, j'ai donné l'exemple quand il est nocif ou néfaste. Maintenant, il peut être protecteur. Comment? Quand le nouveau-né, à la naissance, pendant les 6 premiers mois de grossesse, il est protégé des infections grâce aux IgG maternels pendant les 6 premiers mois. C'est pour ça que le nouveau-né fera beaucoup moins d'infections. Mais au-delà de 6 mois, il va faire des infections puisqu'il aura éliminé les IgG maternels de son sang, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est un peu pour expliquer le rôle bénéfique ou néfaste de l'immunité passive. Donc aussi, cette immunité passive, on peut l'avoir aussi artificiellement. Comment? Grâce à la sérothérapie, la sérothérapie ou encore l'immunothérapie cellulaire. Parce qu'on peut transférer d'un individu A à un individu B, des anticorps ou des cellules immunitaires. Ça peut se faire. Dans le cas où on transfère des anticorps, on parlera de sérothérapie. Dans le cas où vous transférez des cellules, on parlera
bien sûr des cellules immunitaires, je pense par exemple aux lymphocytes T, à des lymphocytes T, on parlera d'immunothérapie cellulaire. Donc là, c'est un rappel un peu sur les réponses immunitaires adaptatives. Pourquoi? Parce que la vaccination, elle est basée sur les réponses immunitaires adaptatives et non naturelles. Parce que la vaccination, pour pouvoir se faire vacciner, on a besoin des T et des B mémoire. Pourquoi? Parce que la vaccination, c'est un processus d'immunisation artificielle. Donc on va infecter artificiellement notre organisme dans le but de produire, au premier contact bien entendu, de produire des effecteurs et aussi des cellules mémoire. Et ensuite on fait un rappel. Et il y aura au deuxième rappel, vous aurez aussi un autre type de réponse immunitaire qui sera plus importante que la première. Et c'est celle-là qui sera protectrice. Donc, comme vous allez le voir, tout dépendra des vaccins. Il y a des vaccins qui vous demandent une seule injection. Il y a d'autres vaccins qui vous demandent 2 et d'autres qui en demandent 4 ou plus. Tout dépendra des vaccins. Donc, ces vaccins sont basés sur l'immunité spécifique humorale, à médiation humorale, donc à base d'anticorps. Donc, vous savez très bien que le lymphocyte B est le support de l'immunité humorale et c'est également aussi une cellule capable aussi de présenter l'antigène. Donc, elle a une double fonction. Donc, elle va susciter, une fois que le lymphocyte B va présenter l'antigène au lymphocyte T, helper. Celui-ci va reconnaître le peptide antigénique associé aux molécules de CMH de classe 2. La conséquence de cette reconnaissance sera une coopération entre T helper et lymphocyte B. Cette coopération va activer votre lymphocyte B qui va alors proliférer et se différencier en cellules sécrétrice d'anticorps qui est le plasmocyte. Également, vous aurez des effecteurs mémoire ou ce qu'on appelle les B mémoire qui vont être sollicités lors d'un deuxième contact avec un antigène. Également, lorsqu'on a une réponse immunitaire à médiation cellulaire, également l'antigène est présenté par des cellules présentatrices d'antigènes au lymphocyte T helper, TH1, dans cette slide. Et la conséquence de cette présentation est la reconnaissance, l'activation du T helper qui va proliférer et sécréter, et sécréter des cytokines qui vont favoriser la différenciation en cellules effectrices ou T cytotoxiques. Et bien sûr aussi, il y aura mise en place d'effecteurs mémoire, c'est des TCD4 mémoire. Donc ça, c'était un petit rappel sur les réponses immunitaires pour que vous puissiez suivre. Donc comme je le disais, la vaccination est basée sur les réponses immunitaires adaptatives et plus particulièrement sur les T et B mémoire. Alors, quels sont les éléments d'une protection vaccinale? Un vaccin, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il ait d'abord une bonne immunogénicité, c'est-à-dire il doit être capable de stimuler le système immunitaire pour qu'il produise des réponses immunitaires. Également, il doit être doué d'une bonne innocuité, c'est-à-dire qu'on se l'injecte, on ne tombe pas malade. On ne tombe pas malade, il doit être stérile, etc., etc. Alors, généralement, la vaccination va générer des effecteurs, soit des effecteurs moléculaires comme les anticorps, soit des effecteurs cellulaires comme les T cytotoxiques. C'est ces T cytotoxiques, ces anticorps qui vont éliminer l'entrée d'un antigène, d'un pathogène, de façon efficace. Également, un vaccin doit avoir
s'il est de bonne qualité, il doit pérenniser la mémoire immunologique. S'il ne produit pas de cellules mémoire, ça veut dire que ce n'est pas un bon vaccin, qu'on a échoué dans le process de ce vaccin. Et aussi, il doit augmenter l'affinité des anticorps protecteurs. C'est-à-dire, si on a des anticorps, qu'on se fait vacciner, s'ils sont neutralisants aussi, ils doivent être donc protecteurs. Quand ils sont neutralisants, ils vont éliminer de façon spécifique le virus ou la bactérie. Alors, quels sont les facteurs qui vont influencer la vaccination? Bien entendu, il y a d'abord l'antigène vaccinal. Ensuite, vous avez le deuxième facteur, c'est la voie d'immunisation, c'est la voie d'injection. Ensuite, vous avez l'adjuvant. Alors, l'antigène vaccinal, ça peut être un pathogène entier, vivant ou tué. Ça peut être aussi une petite partie d'un agent pathogène. C'est ce qu'on appelle une sous-unité vaccinale, seule ou conjuguée. Et on peut avoir aussi des antigènes vaccinaux recombinants, c'est-à-dire issus du génie génétique. Donc on va essayer de passer en revue les deux premières catégories, puisque c'est les plus importantes et les plus fréquentes. Et ensuite, on parlera un peu de la voie d'immunisation et des adjuvants. Recombinants, c'est des antigènes vaccinaux qui sont issus du génie génétique. D'accord? Génie génétique qui sont issus de processus de biotechnologie. Hein, on va isoler le gène de la bactérie, par exemple, le gène de la bactérie, et on va le faire fusionner avec un vecteur. Ce vecteur, ça peut être un virus qui est inoffensif pour notre organisme, de façon à ce qu'il puisse se répliquer. Voilà. D'accord, dans notre organisme. C'est pratiquement le principe qui a été utilisé pour la production de l'insuline. Très bien, il y a ça. Également aussi pour certains types de vaccins anti-Covid. D'accord, pour les vaccins anti-Covid qui utilisent des vecteurs. D'accord. Vous avez par exemple il y a deux vaccins qui sont en Algérie. Vous avez l'AstraZeneca et vous avez le Sputnik, par exemple. D'accord. Ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez une conférence sur ça, on peut le faire après ça ne fait pas partie du cours. D'accord. Voilà, c'est juste pour répondre à votre question. C'est pour ça qu'on ne va pas aborder les vaccins qui utilisent des antigènes recombinants. D'accord? On va juste vous expliquer d'abord les vaccins de base, les vaccins que vous allez retrouver dans le calendrier vaccinal des enfants. On va parler un peu du vaccin de l'hépatite, du vaccin de la grippe, des vaccins conventionnels. Voilà. D'accord? Donc, on va commencer donc par les vaccins qui utilisent des micro-organismes entiers. Et dans cette catégorie-là, vous avez deux grandes catégories. Hein, les vaccins qui utilisent des germes vivants atténués et les vaccins utilisant des germes tués ou inactivés. Ensuite, on verra les vaccins qui utilisent des sous-unités vaccinales, seules ou conjuguées, où on prendra aussi deux exemples. Les plus courants, ce sont les vaccins qui utilisent des toxines bactériens et les vaccins qui utilisent des antigènes polysaccharidiques. Donc tous les vaccins dont on va parler maintenant, on va donner même des exemples, ils ont tous la MM. Ils existent tous sur le marché. D'accord? Parce qu'un vaccin, quand on produit un vaccin, il faut au moins 5 ans, minimum au moins de 5 ans, et il passe par des essais cliniques. Hein, pour le valider, pour qu'on donne l'autorisation. Le vaccin, la production du vaccin répond à une réglementation encore plus rigoureuse que le médicament. OK? Donc là, tous les vaccins dont on va parler aujourd'hui dans le cours, c'est des vaccins qui ont reçu l'AMM, vaccins qui existent dans le commerce. OK?
Donc, on va voir d'abord la première catégorie de vaccins qui utilisent des germes vivants atténués. Alors, l'atténuation, elle est obtenue en faisant croître l'agent pathogène pendant des périodes prolongées dans des conditions de culture non favorables. C'est pour pouvoir diminuer sa pathogénicité. Comme ça, il sera inoffensif pour nous. Donc, il y aura une perte de la pathogénicité tout en conservant la capacité de croissance du pathogène après inoculation à l'hôte. Alors, ces vaccins utilisés contre les germes nécessitant une réponse de type cellulaire, généralement, alors c'est les exemples de vaccins, vous avez le vaccin de la rougeole, de la rubéole, de la poliomyélite, généralement qui sont injectés par voie orale. Vous avez aussi le vaccin de la varicelle, vous avez aussi le fameux BCG qu'on fait tous à la naissance, d'accord? Voilà. L'avantage de tels vaccins qui utilisent des germes vivants atténués, c'est qu'ils ont une très bonne immunogénicité. Donc, ils ne nécessitent pas d'adjuvant. L'adjuvant est une substance qui augmente la réponse immunitaire, d'accord? Voilà. Donc, généralement, ce type de vaccin vivant atténué induisent des fortes réponses aussi bien humorales que cellulaires, ainsi qu'une mémoire immunologique. Et généralement, de tels vaccins ne nécessitent pas de rappel. Le rappel est superflu, on fait une seule injection. C'est le cas, par exemple, du BCG. BCG, on le fait une fois, d'accord? C'est le cas aussi du vaccin contre la rubéole, contre la poliomyélite, etc. Bon. L'inconvénient, c'est qu'il y a un risque de réversion de la souche vaccinale atténuée. Si elle est mal atténuée, la souche vaccinale, c'est-à-dire l'agent pathogène, peut devenir virulent, exactement. Donc, ce type de vaccin est fortement contre-indiqué, ça vous devez le connaître, chez les femmes enceintes et chez les sujets immunodéprimés. La femme enceinte, elle est immunodéprimée naturellement. Le fait qu'elle accepte le fœtus, il faut que son système immunitaire soit immunodéprimé, sinon elle va le rejeter. D'accord? Les immunodéprimés, vous avez les sidéens, les patients qui sont sous immunosuppresseurs, et ainsi de suite. D'accord? Les patients qui font un déficit immunitaire. On ne vaccine pas ce type de catégorie avec des vaccins à germes vivants atténués. Donc, avant d'aller faire un vaccin, il faut faire le statut immunitaire du patient. C'est très simple. On fait une FNS, on fait une électrophorèse des protéines. Ça vous permet d'avoir des informations. Si l'électrophorèse est normale, ça veut dire que vous n'avez pas de déficit immunitaire humoral. Si la FNS est normale, toutes les cellules qu'il y a dans la FNS, c'est-à-dire tous les globules blancs, et là je pense aux lymphocytes, aux PN, polynucléaires neutrophiles, s'ils sont normaux, c'est qu'on a éliminé déjà des déficits immunitaires. D'accord? C'est des examens simples qui ne sont pas coûteux qu'on peut faire. On peut aussi, si on suspecte que le patient est allergique, on peut faire même un bilan allergologique. Parce qu'il faut savoir que dans les vaccins, il y a des substances allergisantes. Hein? Pourquoi? Parce que certaines souches vaccinales, notamment certaines souches virales, sont cultivées dans des milieux de culture riches en œufs. Il y a certaines personnes qui sont allergiques aux œufs. Donc, avant de faire un vaccin, il vaut mieux faire une FNS, une électrophorèse des protéines, et parfois, si c'est nécessaire, en questionnant le patient, vous pouvez le savoir, en faisant une anamnèse, vous pouvez savoir s'il est allergique ou pas. Et si vous jugez qu'il faut faire un bilan immunoallergologique, il faut le faire. Voilà. OK? Ça, c'est des précautions à prendre. Donc là, ça, il faut le savoir que
vaccination avec des vaccins à germes vivants atténués, j'insiste, elle est contre-indiquée chez les femmes enceintes et les sujets immunodéprimés. J'ai donné des exemples de pathologies où il y a l'immunodépression, même les traitements comme les corticoïdes ou encore les immunosuppresseurs peuvent immunodéprimer le système immunitaire. Alors, s'il vous plaît, attention. Alors, maintenant, les vaccins qui utilisent des germes inactivés. Alors, donc ces germes inactivés sont généralement inactivés par des méthodes physiques telles que la chaleur ou chimiques tels que des traitements comme le formaldéhyde ou par des traitements d'agents réducteurs ou alkylants. Alors, il y a une perte de capacité de multiplication chez l'hôte tout en conservant l'immunogénicité. Généralement, ces vaccins sont utilisés contre les germes qui nécessitent une réponse de type humoral. Généralement, c'est des bactéries à multiplication extracellulaire et des virus avec une phase de virémie. Alors, c'est le cas de quel type de vaccin? Vous avez le vaccin contre la coqueluche, la typhoïde, la choléra, également aussi la poliomyélite par voie injectable, l'hépatite A et le vaccin de la grippe. Aussi le vaccin de la rage. La rage, elle se contracte quand on est mordu par un chien, un chat, etc. Alors, les avantages de tels vaccins, c'est qu'ils ont un bon pouvoir immunogène, donc ne nécessitent pas également d'adjuvants. Ils induisent de fortes réponses humorales, mais de très faibles réponses cellulaires, et une mémoire aussi immunologique. Donc, pour ces vaccins, vu ces inconvénients, cet avantage qui paraît un avantage, mais aussi, qui peut être aussi un inconvénient, ils vont nécessiter plusieurs rappels. Il faudra faire au moins un deuxième rappel, si ce n'est pas parfois un troisième rappel. C'est pour ça que dans le calendrier des enfants, pour certains vaccins, il y a des rappels. D'accord? Il y a un rappel à 3 mois, il y a un rappel à 6 mois, il y a un rappel à 9 mois et à 1 an. D'accord? Donc l'inconvénient majeur, c'est que ce type de vaccin va nécessiter un grand nombre de rappels pour obtenir une protection optimale. Le risque de virulence, il peut aussi exister, il faut l'avoir à l'esprit si le micro-organisme n'est pas totalement inactivé. Donc, peut-être une question qui a lieu de se poser, si je suis immunodéprimé, quel type de vaccin je vais choisir? Eh bien, je vais choisir un vaccin où le virus, oui, ou encore la bactérie est inactivée. D'accord? Voilà. Donc maintenant, les vaccins qui utilisent des sous-unités, ou ce qu'on appelle une partie de l'agent pathogène. Alors cette sous-unité vaccinale, ça pourrait être un polysaccharide bactérien. Alors il faut savoir que les vaccins de type polysaccharide sont utilisés généralement afin d'induire une réponse en anticorps, qui sont dirigés contre les polysaccharides capsulaires. Généralement, c'est des vaccins qui sont utilisés contre les germes à multiplication extracellulaire. C'est le cas des vaccins contre la pneumonie, contre la méningite, contre la grippe également, et aussi contre la fièvre typhoïde. Alors ce type de vaccin, ils induisent de fortes réponses humorales également, mais sans réponse cellulaire. Donc il s'agit de vaccins qui utilisent des antigènes vaccinaux thymo-indépendants. Très bien. Alors, si on veut avoir des réponses cellulaires avec ce type de vaccin, il faudra rajouter un deuxième artifice à ce vaccin. C'est ce qui a été fait ces dernières années. Ils ont rajouté ce qu'on appelle un calier, qui va favoriser la production d'IgG antipolysaccharides, ainsi que la génération de mémoire. Parce que si vous n'ajoutez pas un calier, vous n'aurez que d'une production d'IgM. L'IgM n'est pas un anticorps protecteur. L'anticorps protecteur, c'est les IgG. Donc c'est le cas par exemple dans le vaccin anti-Haemophilus influenzae de la grippe, qui est constitué d'une polysaccharide capsulaire de type B unie par covalence à un calier qui est ici la toxine tétanique. OK? Donc maintenant,
aussi, on peut utiliser aussi comme sous-unité vaccinale les anatoxines. Alors, il faut savoir que la virulence de certaines bactéries pathogènes à multiplication extracellulaire dépend des exotoxines de nature protéique qu'elles libèrent. C'est le cas de l'anatoxine tétanique, par exemple, qui vous donne le tétanos. Le tétanos, on le contracte quand on se blesse avec un outil souillé par de la terre ou par un outil qui est rouillé. Vous avez aussi l'anatoxine diphtérique, également. Alors, ces anatoxines, ce sont de puissants immunogènes qui peuvent être détoxifiés, c'est-à-dire qu'on leur enlève leur pouvoir toxique par action conjuguée avec la chaleur ou du formol, et ça devient donc, cette toxine va porter le nom d'anatoxine. Donc c'est une substance non toxique pour notre organisme, mais elle est immunogène. Donc c'est le cas des anatoxines tétaniques, donc diphtériques et botuliques, qui vous donnent le botulisme. Donc, quelles sont les caractéristiques de tels vaccins qui utilisent des anatoxines? Ils induisent une réponse humorale sans réponse cellulaire. La réponse, elle est faible, d'où la nécessité de rajouter des adjuvants, soit minéraux, soit des corps bactériens. C'est le cas, par exemple, dans le vaccin du DT-coque contre la coqueluche. Donc là, j'en ai fini avec les vaccins et les exemples. Donc, il faut quand même connaître les différentes catégories avec un exemple, 2 par catégorie. Vous prenez les exemples les plus fréquents. Voilà, pas tous. On vous demande par catégorie d'en connaître au moins 2. Maintenant, les différentes voies possibles. Alors, différentes voies possibles, donc vous savez que vous avez la voie intraveineuse, la voie orale, sous-cutanée, intradermique, intramusculaire et la voie aérienne. Alors, quelles sont les voies les plus immunogènes pour vacciner? Eh bien, c'est la voie intramusculaire et sous-cutanée intradermique. La voie orale, généralement, elle est tolérogène. On la laisse que pour certains vaccins, tels que le vaccin de la polio, c'est tout. Vous avez la voie intraveineuse, elle est parfois aussi tolérogène et elle peut être aussi très dangereuse. Vous pouvez avoir des chocs, des chocs septiques, etc. Donc, c'est à éviter. D'accord? Donc, les voies conseillées, c'est la voie intramusculaire, sous-cutanée, intradermique. Et les autres voies ne sont pas très conseillées parce que, bon, elles sont généralement tolérogènes. Et la voie intraveineuse peut être dangereuse. Donc, c'est à éviter. Alors, les adjuvants. Alors, les adjuvants, le terme adjuvant est issu du mot latin adjuval, qui veut dire aider, assister. Alors, les adjuvants, c'est des substances qui, mélangées ou combinées à un antigène, potentialisent la réponse immunitaire ou l'augmentent, tout simplement. Alors, l'adjuvant, comment qu'il agit? Il va favoriser une réaction inflammatoire. Il va libérer de façon progressive l'antigène et de façon prolongée. Il va permettre aussi l'afflux des cellules inflammatoires. C'est de cette façon-là que l'adjuvant agit et favorise l'augmentation de la réponse immunitaire. Alors, vous avez différents types d'adjuvants qui sont utilisés dans les vaccins. Les plus connus, ce sont l'hydroxyde d'aluminium et puis le phosphate de calcium. Et maintenant, de plus en plus, on essaie d'utiliser le phosphate de calcium. Pourquoi? Parce que le premier adjuvant, l'hydroxyde d'aluminium, parfois peut donner des problèmes neurologiques chez certains sujets. Donc, quand on prescrit un vaccin, qu'on veut faire un vaccin, il est important qu'on achète un vaccin, même le vaccin de l'hépatite ou le vaccin de la grippe chez le pharmacien, de prendre la notice et de lire qu'est-ce qu'il y a comme composition dans ce vaccin-là. Alors aussi, on peut avoir aussi des adjuvants microbiens, tels que les liposaccharides, parfois. Alors, les vaccins,
aussi, c'est vrai qu'ils servent à nous protéger, mais ils peuvent être aussi à l'origine d'incidents. Donc parfois on peut avoir des réactions non spécifiques, telles que la fièvre ou une réaction locale au point d'inoculation. Généralement, on a une induration au point d'injection. La fièvre, généralement, c'est un fébricule, mais quand elle est vraiment élevée, c'est qu'il y a un problème. Là, il faut explorer. On peut avoir aussi des réactions spécifiques de certaines vaccinations, telles que les atralgies, après vaccination contre la rubéole, des convulsions après vaccination contre la coqueluche, les encéphalites auto-immunes après vaccination antirabique. Vous pouvez avoir aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des réactions allergiques aux protéines d'œufs ou encore aux antibiotiques contenus dans les cultures utilisées pour la préparation des vaccins viraux. Donc, ça ne coûte rien de poser quelques questions à un patient. Est-ce que vous êtes allergique ou pas? Voir s'ils n'ont pas de déficit immunitaire dans la famille, s'ils n'ont pas de maladie auto-immune, etc. Qu'il n'y a pas un problème d'immunité. Ça ne coûte rien de poser cette question-là. Vous savez, il y a quelques années, il y a des jumeaux à Guelma. Je me rappelle, il y a quelques années, ça fait maintenant presque plus d'une vingtaine d'années, il y a des jumeaux qui ont été vaccinés à la naissance, et je pense qu'ils leur ont fait le BCG. Eh bien, ils avaient un déficit immunitaire, et je me rappelle, ils n'ont pas pensé, et bien, ils sont morts. Et ils n'ont jamais pensé que c'était un déficit immunitaire. On avait fait, je me rappelle, on nous avait ramené le sang de ces bébés-là, post-mortem bien sûr, et on avait fait une électrophorèse des protéines. Et bien, ils avaient une hypogammaglobulinémie qui témoigne importante, qui témoigne d'un déficit immunitaire. Voilà. Donc, ça ne coûte rien de questionner les parents pour les enfants. Hein, pour les bébés, pas les enfants, c'est des bébés qu'on vaccine. Et puis, de poser des questions, bien sûr, aux adultes. Avant que l'irréparable se produise. Donc, il y a un risque majeur aussi pour les vaccins, comme je l'ai dit au début, j'insiste sur ça, pour les vaccins vivants, qui peuvent donner lieu à une véritable infection sur un terrain immunitaire déficient, tel que la BCG, encéphalite variolique, ou encore chez la femme enceinte, à la rubéole fœtale. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, pour les femmes qui veulent se protéger de la rubéole, tout simplement, elles se font vacciner avant de tomber enceinte. D'accord? Alors, maintenant, les aspects éthiques. Donc, le risque vaccinal soulève plus de problèmes éthiques que le risque thérapeutique, dans la mesure où la vaccination est proposée à un sujet sain. On ne vaccine pas un sujet qui fait une infection ou qui est malade. La vaccination, c'est proposé à un sujet sain. C'est pour ça que c'est difficile à faire accepter. C'est proposer à un sujet sain dans le but de le protéger contre une infection. C'est ça le concept de la vaccination. Donc, alors, il faut savoir qu'une vaccination, généralement, entraîne 1% d'accidents graves et elle est jugée acceptable dans une maladie sévère. Un décès ou un handicap définitif chez un vacciné sur 10 000 ou 1 million n'est pas accepté. Donc, vous voyez à peu près la fourchette quand est-ce qu'on n'accepte pas un vaccin. Alors, généralement, quand on conçoit un vaccin, donc on fait des essais cliniques. Et quand vous faites à partir de l'essai 3, clinique 3, et l'essai clinique en phase 4, là, on va noter ce qu'on appelle les effets indésirables. Et ça relève de ce qu'on appelle une spécialité qui s'appelle la pharmacovigilance. Donc, on va noter qu'on fait ce vaccin, on va noter est-ce qu'il y a des atralgies, est-ce qu'il y a des maux de tête, est-ce qu'il y a des fièvres, est-ce qu'il y a des décès, etc. Donc, tout ça est mis dans un rapport. Et par la suite, si on voit qu'il y a des effets mineurs, eh bien on accepte le vaccin. Parce qu'il faut voir le bénéfice et les inconvénients.
s'il y a plus de bénéfices que d'inconvénients, ce vaccin va être homologué par l'OMS. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. D'accord? Et c'est elle qui approuve un vaccin sur une population dans un pays donné. Alors, les limites de la vaccination, il y en a. Il faut savoir que la réactivité vis-à-vis d'un vaccin, elle est variable d'un individu à un autre. Vous pouvez répondre bien et de faire une réponse immunitaire, comme votre collègue, là, le monsieur qui est en face de moi, il peut du tout ne pas répondre. Et dans ça, c'est lié à ce qu'on appelle au gène de réponse immunitaire. On peut être bon répondeur comme mauvais répondeur. Alors aussi, il y a la variabilité ethnique. Il est décrit dans la littérature maintenant que les gens qui vivent en Afrique répondent mieux au vaccin, ils réagissent mieux vis-à-vis des infections, c'est-à-dire ils éliminent mieux les infections que les gens qui vivent au nord, c'est-à-dire en Europe, en Amérique, etc. Il y a aussi les différentes contre-indications. Donc la principale contre-indication est l'immunodépression. Également, il y a le risque de mauvaise compliance, surtout quand vous avez des doses vaccinales multiples. Un vaccin, pour qu'il soit efficace, il faut que les gens suivent les rappels. S'il y a 3 rappels, il faut les faire, sinon vous ne serez pas protégé. Si on vous dit il y a 2 rappels, il faut les faire. S'il y en a 4, eh bien, il faut les faire. Sinon, vous n'aurez pas une protection optimale et efficace. Alors aussi, parfois quand le système immunitaire est malade, lors de certaines pathologies immunitaires, on peut avoir des mécanismes d'échappement des pathogènes au système immunitaire. Donc ça, c'était pour les limites des vaccins. Donc là, j'en ai fini avec l'immunité active, avec la vaccination. Alors, peut-être avant d'entamer ce deuxième chapitre, peut-être il y a une question que vous pouvez poser, qui mérite d'être posée, c'est quand est-ce qu'on se fait vacciner après le rappel, quand est-ce qu'on obtient la protection optimale? Eh bien, il faut attendre au moins 3 semaines, 15 jours à 3 semaines pour que la réponse immunitaire mémoire se mette en place, quel que soit le vaccin. Ce n'est pas lors du premier rappel que vous allez être protégé, la première injection, que vous serez protégé. Lors d'une première injection, vous êtes protégé à 30%, pas plus. Mais lors du rappel, lors d'une deuxième injection ou plus, vous serez protégé après 15 jours à 100%, ou disons 90% déjà. Voilà. OK? Voilà. Donc, quand on se fait vacciner, surtout en période, est-ce qu'on se fait vacciner en période de pandémie ou non? Non. C'est risqué. Il faut attendre que le pic passe et après on se fait vacciner. D'accord? Pourquoi? Parce que vous risquez de choper une infection, tout simplement. Je vous dis, lorsque vous faites une première injection, vous êtes protégé uniquement à 30%. Okay? Il y a des périodes pour se faire vacciner et d'autres non, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions concernant la vaccination? Okay. Donc, je continue avec le deuxième chapitre, les anticorps. Alors, les anticorps sont basés sur le concept d'immunité passive. Alors, dans ce concept d'immunité passive ou adoptive, il repose donc sur le principe d'injecter des entités immunocompétentes. Ces entités compétentes, dans le cas de la biothérapie, c'est des anticorps. Dans le cas
de l'immunothérapie cellulaire, ça peut être des cellules immunitaires, ça peut être des cellules dendritiques, des lymphocytes, etc. C'est généralement ce type d'immunothérapie cellulaire est utilisé en oncologie. Je ne vais pas développer ça. D'accord ? Je vais développer ce qui est le plus courant, c'est-à-dire la biothérapie à base d'anticorps. Et cela, bien sûr, ce concept d'immunothérapie passive est fait dans le but d'aider le système immunitaire à lutter contre un état pathologique de façon spécifique, soit une maladie auto-immune, soit un déficit immunitaire parfois, soit un cancer. Donc, on est ici, il s'agit bien sûr d'une immunité artificielle. Un des meilleurs exemples qui illustre cela, c'est la sérothérapie. Alors, donc les anticorps vont être administrés, on parlera d'immunité passive immédiate. Alors les anticorps, ils peuvent être utilisés dans un double but, soit dans un but thérapeutique, lorsqu'on a un déficit immunitaire en immunoglobuline, on injecte des anticorps, on injecte des IgG intraveineuses. D'accord ? Par exemple, lorsque vous avez par exemple une agamaglobulinémie, lorsque vous avez un déficit commun variable. C'est des déficits de l'immunité humorale. Également, ces anticorps peuvent être utilisés à titre prophylactique pour prévenir un état pathologique. Et là, on parle de séroprophylaxie. Alors, on peut avoir deux sources d'anticorps, soit des anticorps polyclonaux, soit des anticorps monoclonaux. Alors, les anticorps polyclonaux sont dirigés contre plusieurs épitopes. Par contre, l'anticorps monoclonal est dirigé contre un seul épitope. Donc voici sur cette slide les différents types d'anticorps qui sont utilisés à l'heure actuelle. Donc vous avez des anticorps, vous avez deux grandes catégories. Vous avez les anticorps polyclonaux, les anticorps monoclonaux. Généralement, les anticorps polyclonaux, ce sont des gamma-globulines purifiées, surtout des IgG, qui peuvent être produits chez les animaux. Et là, on parlera d'anticorps polyclonaux hétérologues. Et vous pouvez avoir également des anticorps polyclonaux produits chez des sujets volontaires humains. Alors, pour les anticorps polyclonaux produits chez les animaux, c'est ceux qui sont utilisés généralement dans la sérothérapie antitétanique, dans la sérothérapie contre la rage, ou encore la sérothérapie antirabique. Par contre, les anticorps qui sont produits chez des volontaires humains, généralement, c'est le vaccin, je donne un exemple courant, le vaccin anti-D qu'on utilise lors d'une allonisation fœto-maternelle. C'est pour les femmes qui sont rhésus négatifs. Le vaccin anti-D. Il est produit, c'est un vaccin qui est produit chez des sujets humains volontaires. D'accord ? Alors, pour les anticorps monoclonaux, ils sont produits selon la technique des hybridomes. C'est un protocole qui a été décrit par un chercheur qui porte le nom de Milstein, que vous pouvez trouver normalement sur Google si vous voulez avoir plus d'informations. Ce n'est pas l'objet du cours. Hein? Il faut savoir juste que l'anticorps monoclonal est dirigé contre un seul épitope. Et l'anticorps polyclonal est dirigé contre plusieurs épitopes. Ça, c'est important. Alors, pour les anticorps monoclonaux, il y en a plusieurs. Vous avez ceux qui sont produits uniquement chez la souris et qui sont aussi utilisés chez l'homme. Vous avez ceux qui sont chimériques, c'est-à-dire c'est la moitié d'un anticorps est d'origine humaine et l'autre moitié est d'origine murine. C'est ce qu'on appelle l'anticorps chimère. Et vous avez les anticorps monoclonaux humanisés.
Donc, en fonction de ces caractéristiques, certains sont plus immunogènes que d'autres. Alors, les CDR, c'est les Complementary Determining Receptor. Complementary Determining Receptor. D'accord, c'est CDR. Dans cet anticorps-là, tout est humain, sauf les régions les plus variables de l'immunoglobuline ne sont pas humaines. Elles sont issues d'une souris. Alors, comment vont agir ces anticorps, qu'ils soient monoclonaux ou polyclonaux? Ça, c'est important, c'est un point important. Alors, ils peuvent agir soit en neutralisant les toxines et les virus, soit par lyse complément dépendante, soit par ADCC, soit par opsonalisation et phagocytose. Donc là, si on prend un exemple d'anticorps qui neutralisent les toxines et les virus, vous avez les anticorps anti-tétaniques qu'on utilise en sérothérapie antitétanique. Par exemple, pour les virus, vous avez pour les virus, les anticorps empêchent l'interaction des virus avec la cellule cible. Donc, par exemple, quand vous avez aussi des germes encapsulés, c'est le cas avec le pneumocoque, le streptocoque, les staphylocoques. Généralement, c'est pour certaines infections à germes à multiplication extracellulaire. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est un anticorps conjugué? Alors, les anticorps conjugués, ils permettent une action plus ciblée des substances cytotoxiques. Donc vraiment, ce sont des anticorps monoclonaux qui vont agir sur un épitope bien déterminé. Généralement, ce type d'anticorps conjugué est surtout utilisé, son application, c'est en oncologie, dans les traitements des tumeurs. Alors, ces anticorps conjugués, pourquoi on dit qu'ils sont conjugués? Parce qu'ils peuvent être conjugués à une enzyme, c'est-à-dire associés à une enzyme, ou associés à une toxine, ou associés à un marqueur radio-isotopique. Alors, ainsi, par exemple, comme ce sont des anticorps monoclonaux, ils vont agir sur un épitope bien déterminé qui est porté, par exemple, par une cellule cible cancéreuse ou tumorale. Donc, une fois qu'il se fixe sur la cellule cible, l'enzyme va être libérée et elle contient une substance cytotoxique inactive. Une fois qu'elle va se fixer, elle va se transformer en substance cytotoxique active et elle va neutraliser la cellule tumorale. Est-ce que c'est clair? J'ai donné un seul exemple. Alors, également, ces anticorps, comme je le disais, peuvent être utilisés en séroprophylaxie et en sérothérapie. Alors, en séroprophylaxie, c'est pour éviter des infections en période d'incubation trop courte, comme le tétanos, la diphtérie ou la rubéole, surtout lorsqu'il n'y a pas possibilité d'avoir un vaccin. Également, cette séroprophylaxie peut être utilisée chez les prématurés pour réduire la mortalité par septicémie, et le transfert placentaire est pratiquement négligeable jusqu'à la 30e semaine de gestation. Ce type de procédé peut être utilisé chez les prématurés. Également, la séroprophylaxie peut être conseillée chez les malades atteints de sida. Également en cas de rage, en cas de morsure faciale. Et chez les sujets, contact à haut risque. La sérothérapie vous permettra d'éviter les chocs septiques. La sérothérapie, elle est conseillée lors de l'allomisation anti-D chez les femmes rhésus négatifs, c'est de la sérothérapie. Dans le traitement des déficits immunitaires, par exemple, traitement des agammaglobulinémies, les déficits immunitaires communs variables, c'est-à-dire c'est des déficits de l'unité humorale, et aussi pour le traitement de certaines maladies auto-immunes. Alors, je reviens, il n'y a pas de souci. Alors, la séroprophylaxie, c'est pour prévenir. D'accord? Et la sérothérapie, c'est pour traiter. C'est une thérapeutique. D'accord?
La séroprophylaxie vise à prévenir une infection. Et la sérothérapie, c'est traiter. Par exemple, le tétanos, quand on se blesse par un outil rouillé, il faut aller tout de suite faire une sérothérapie antitétanique. Quand on se fait mordre par un chien, il faut aller faire une sérothérapie antirabique et faire aussi le vaccin antirabique. D'accord? Donc là, vous avez les indications thérapeutiques de tous ces anticorps qui sont résumés dans ce tableau. C'est ce que je viens d'expliquer, c'est un résumé. Et là, vous avez aussi sur ce tableau tous les anticorps monoclonaux à usage thérapeutique qui existent actuellement sur le marché ou qui ont des autorisations d'utilisation. Donc, comme vous pouvez le voir, leur utilisation, elle est très large. Ça va de la transplantation à l'oncologie, au traitement de maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde ou la spondyloarthrite ankylosante, traitement de certaines maladies infectieuses, en dermatologie, etc. Voilà. Donc là, je ne vous demande pas de connaître ces deux tableaux. D'accord? Vous pouvez prendre un exemple ou deux exemples. Par exemple, on peut prendre les plus courants. Vous avez par exemple le rituximab, qui a une origine chimérique et qui est utilisé aussi bien en transplantation que dans le traitement de certaines maladies auto-immunes. Vous avez par exemple l'omalizumab, qui est un anticorps humanisé qui est utilisé actuellement dans l'asthme allergique. Bien sûr, quand les traitements conventionnels ne répondent pas. Ce type de thérapie n'est utilisé que uniquement quand les traitements conventionnels ou classiques ne répondent pas. D'accord? On commence, par exemple, pour certaines maladies auto-immunes, vous le verrez avec les internistes et les rhumatologues, on commence avec des traitements conventionnels. Par exemple, dans l'APR, c'est les corticoïdes et le méthotrexate, par exemple. D'accord? Si ça ne répond pas, après on passe à ce type de traitement. Et ce type de traitement aussi demande des conditions. On ne le fait pas comme ça, c'est des traitements très spécifiques et très lourds. Il y a certaines conditions qu'on doit prendre, comme faire certains bilans immunologiques avant de les prescrire. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, c'est fini. Voilà. Il vous reste normalement les cours des techniques immunologiques et leur application. C'est un cours important parce que vous en aurez besoin pour faire les explorations.